bienvenue dans Afterlife Labs. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 2 qu'on a décidé de consacrer aux 3 grandes forces qui jouent un rôle critique dans l'évolution de notre monde. Précédemment, on a vu que la Deuxième Guerre mondiale, c'est un événement comme il n'en existe pas deux. Elle a eu un impact profond sur les décennies qui ont suivi et a constitué un terreau vraiment très fertile pour un tas d'inventions et d'innovations. Et puis on a également parlé de la première grande force, à savoir la démographie. Aujourd'hui, on va se pencher sur les 2 autres grandes forces restantes. Et la première de celles-ci, c'est l'inégalité. Alors l'inégalité, c'est par nature quelque chose qui divise. Ton gain signifie ma perte, c'est vraiment tribal de nature. Et ce qui est tribal peut très vite escalader lorsque l'identité et la dignité d'un groupe se trouvent en danger. Pour illustrer ce point, on va se pencher sur le Gilded Age, littéralement période dorée ou âge d'or. C'est une période de l'histoire des États-Unis qui correspond à la période de prospérité et de reconstruction qui a suivi la fin de la guerre de sécession. Donc là, on est en 1865-1901, et c'est au cours du Gilded Age, comme l'ont nommé Mark Twain et Charles Dudley, qu'ont été posées les bases de la puissance actuelle des États-Unis. En effet, l'ascension des États-Unis au rang de première puissance économique ne s'est pas fait au calme. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis font déjà figure de géants industriels et démographiques, avec près de 100 millions d'habitants. Mais juste avant, en 1865, le pays était encore largement rural et vraiment très peu peuplé. Et de 1865 à cette veille de Première Guerre mondiale, c'était une vraie révolution. Par exemple, la taxe sur les revenus les plus élevés est passée de 0% à 94% en 3 décennies. Comment ça se fait ? Au début, les méthodes malhonnêtes pour se faire un patrimoine avec l'aval des politiques, c'était quelque chose de très répandu. Les travailleurs, eux, n'ont pas bénéficié vraiment de cette période de prospérité. Ils avaient des journées de travail de 16 heures, et c'est durant cette période-là qu'est né ce concept de darwinisme social. Alors qu'est-ce que c'est le darwinisme social ? C'est le concept selon lequel si tu es riche, c'est que tu l'as mérité. Et que si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas fit, tu n'es pas taillé pour la richesse, et donc tu ne mérites pas d'être riche. Donc c'était un peu cruel, surtout que les riches l'étaient grâce à des méthodes malhonnêtes. Donc là, durant cette période, il n'y avait pas de jour férié pour les travailleurs, pas d'assurance maladie non plus. Si on prend l'année 1882, 600 personnes perdaient la vie toutes les semaines dans les usines. Il y avait par exemple des incendies qui étaient tout à fait évitables, mais les patrons d'usines ont décidé de fermer les issues de secours de peur que les travailleurs ne volent des choses des usines. Et donc c'est comme ça que plusieurs personnes ont été brûlées vives durant cette période-là. Ça faisait vraiment la une toutes les semaines des journaux de l'époque. Puisque les salaires étaient faibles, ça veut dire que toute la famille devait travailler. Toute la famille, ça veut dire les enfants également. Donc au lieu d'aller à l'école, au lieu de s'instruire et de s'éduquer, les enfants allaient plutôt à l'usine, ce qui nourrissait un cycle de pauvreté. Petit à petit, les travailleurs ont commencé à s'organiser en syndicats, mais les syndicats ont vraiment été réprimés avec beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Et c'est comme ça que le peuple s'est retrouvé dans des conditions de vie vraiment atroces, et surtout avec beaucoup d'inégalités. Les travailleurs se rapprochaient de leur travail, donc quittaient le monde rural pour s'installer dans les villes, mais ils étaient pauvres, alors ils habitaient... Plusieurs familles habitaient le même appartement, c'est ce qu'on appelle les tenements. Ils étaient vraiment très très peuplés, il y avait plusieurs personnes dans une même pièce, et surtout ils étaient très dangereux, parce que ceux qui les ont construits ont décidé de le faire avec des matériaux très cheap et très dangereux. Bref, là on est dans une période où le pouvoir d'influence est entre les mains du capital. Petit à petit, les travailleurs ont commencé à s'organiser en syndicats dont la voix était de plus en plus audible. On a commencé à avoir des lanceurs d'alerte qui exposent et dénoncent les politiques corrompues et les cartels. Ça a donné naissance à une ère progressive. Et petit à petit, avec beaucoup de pression de la part des travailleurs, on a eu droit à une réforme fiscale, à une réforme des droits citoyens, à un démantèlement des cartels et à une réforme du droit du travail. En 1916, les villes américaines étaient beaucoup plus clean et beaucoup plus prospères, les usines moins dangereuses, le gouvernement moins corrompu, les travailleurs avaient droit à de meilleurs logements, à de meilleurs horaires de travail, et ils étaient tout simplement payés plus. Et il y avait moins de monopoles, tout Américain pouvait donc suivre l'American Dream et devenir un entrepreneur, ce qui a fortement contribué à la puissance industrielle des États-Unis. Alors, pour schématiser la manière dont le pouvoir économique bascule, ça commence par une personne qui crée un business qui marche bien et qui devient riche. Alors, le peuple s'exclame « Waouh, c'est super, ce mec a créé un super business, il mérite d'être riche. » Donc là, on est dans de l'admiration. Ensuite, cette richesse engendre encore plus de richesse avec des effets de levier. Plus de richesse, ça veut dire plus de pouvoir pour influencer les décisions législatives et plus de pouvoir dans la négociation des salaires.
Et ces super pouvoirs créent de la super richesse. Alors là, le peuple dit « Hey, attends, doucement. Si t'es super riche, c'est parce que tu as tous ces super pouvoirs. Et ta super richesse, elle ressemble plus à de la rente qu'à de la véritable création de valeur. C'est pas juste, tu ne peux plus continuer à faire ça. » Le super riche, il dit « Écoutez, c'est trop tard, c'est comme ça que les choses fonctionnent à présent, et il n'y a plus rien à y faire. » Ce processus-là, il continue à s'aggraver, il prend de plus en plus d'ampleur. Le peuple est démoralisé et ressent que les dés sont pipés. Il ressent que tout le système a été designé pour favoriser quelques personnes, pour favoriser quelques fortunes au détriment des autres. De plus en plus de personnes portent cette conviction. Ils sont maintenant de plus en plus nombreux et forment un groupe de plus en plus puissant. Ils commencent à s'organiser, en groupe, en syndicat, pour imposer le changement, pour mettre en place, par exemple, un salaire minimum. Alors le super riche est scandalisé. Et c'est pas juste ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas vous organiser contre moi. Et le peuple lui répond, écoute, c'est trop tard, c'est comme ça que les choses fonctionnent à présent. Alors peu importe votre idéologie ou le groupe dont vous faites partie actuellement, l'important c'est que c'est un processus qui s'est déjà déroulé. Surtout c'est un processus qui se déroule dans les deux directions, c'est à double sens. Au début des années 80, le pouvoir d'influence était entre les mains des travailleurs et non pas des investisseurs. Puis ce pouvoir a basculé ensuite entre les mains du capital qui en profite depuis maintenant 40 ans. Mais il ne faut pas oublier que ce pouvoir est transitoire. Il ne peut pas rester trop longtemps entre les mains d'une même catégorie. Quand une catégorie en a marre, quand plus de pression s'exerce sur elle qu'elle ne peut en supporter, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'organise. Et il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un groupe uni dont les intérêts convergent fortement. On a tous lu un article sur combien la richesse du top 1% a augmenté cette dernière année, sur les dividendes des plus riches ou sur la fortune des familles les plus riches au monde. Ces articles, ces nombres ont été répétés plusieurs fois et sont généralement présentés comme indécents par la presse. Cela fait ressentir nos instincts tribaux. Et de l'autre côté, il y a une guerre médiatique qui est menée qui vise à nous faire glorifier les CEO les plus puissants. Elon Musk, Jeff Bezos et j'en passe. Il y a un véritable storytelling. Et ce storytelling, c'est que ces gens-là sont des génies du siècle et qu'ils méritent totalement ce qu'ils possèdent. C'est le fruit de leur travail. Mais la fortune des plus riches, elle constitue également une dynamique auto-entretenue. Et l'explication principale à cette progression continue des inégalités nous est fournie par Thomas Piketty et tient à la supériorité du rendement du capital, c'est-à-dire ce qu'il rapporte en dividendes, en intérêts, etc., sur la croissance des autres revenus. Cela implique mécaniquement que les patrimoines issus du passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production et des revenus. Ça, c'est ce qu'il écrit dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle. En clair, la valeur du capital s'accroît plus vite que le reste de l'économie. Et avec Instagram et les réseaux sociaux, le train de vie des plus riches, qui était jusque-là une curiosité, un mystère, il se révèle au plus grand jour et surtout il entretient son image. Car on peut capitaliser aujourd'hui sur son image et transformer son pouvoir d'influence en machine à cash. Et c'est ce gap-là qui est critique, c'est ce fossé qui peut créer l'étincelle. Aujourd'hui, ce fossé, il est à son plus haut historique en un siècle. Quelles sont les conséquences? On commence à en voir une partie. Les gilets jaunes, Donald Trump, Bernie Sanders, le Brexit, la montée des populismes, c'est une partie du peuple qui veut arrêter le train. Stop! On veut que le train prenne une autre direction. C'est comme ça que les choses fonctionnent à présent. Et les choses vont continuer à changer. Je pourrais prendre des centaines d'exemples, mais prenons par exemple le système d'éducation aux États-Unis. Il doit absolument changer. Aux États-Unis, il faut un diplôme pour mettre les chances de son côté de rester au moins dans la classe moyenne. Et pour ça, il faut faire un prêt conséquent à la banque. Là, on parle d'un prêt à 5 chiffres au minimum, et puis dans plusieurs cas à 6 chiffres. Alors, on se retrouve endetté à un très jeune âge, à 25 ans, tandis que les frais de scolarité continuent d'augmenter 2 fois plus vite que le taux d'inflation. Aujourd'hui, la dette étudiante est sur le point d'exploser, elle est de 1600 milliards de dollars. Et le système est en train de foncer dans le mur. Alors, dans les années à venir, les experts essaieront de conceptualiser et trouveront tout un tas de raisons pour expliquer pourquoi les choses ont changé. Mais il n'en demeure pas moins qu'une grande force a été à l'origine de tous ces changements-là au début du XXIe siècle, l'inégalité. Alors on arrive à la troisième et dernière des 3 grandes forces, et cette force c'est l'accès à l'information. Et pour illustrer cette grande force, je vais commencer par un exemple que je trouve vraiment très marquant, c'est l'histoire de Carol Cole. C'est une femme qui a disparu en 1970 après avoir fui un centre de détention pour mineurs au Texas. Là, elle avait 17 ans.
Un an plus tard, il y a un corps assassiné non identifié qui a été retrouvé en Louisiane. C'était le corps de Carol, mais la police de la Louisiane ne le savait pas. Ils ne pouvaient pas l'identifier. Et donc, la disparition de Carol a fini par tomber dans les oubliettes, de même que le corps non identifié. Maintenant, fast forward à 34 ans plus tard, la sœur de Carol, un peu par hasard, a posté sur Craigslist un message demandant des informations sur la disparition de sa sœur. Craigslist, c'est le plus gros site d'annonces aux États-Unis. Et à peu près au même moment, un shérif de Louisiane a décidé de créer une page Facebook pour demander de l'aide pour identifier le corps retrouvé 34 ans auparavant. Et 6 jours plus tard, magie d'internet, quelqu'un a fait le lien entre les deux posts. Ce qui a déconcerté les détectives pendant près de 4 décennies a été résolu par Facebook et Craigslist en moins d'une semaine. Et c'est ce genre de choses qui étaient complètement et absolument inimaginables il y a à peine 10 ans, qui est désormais possible. Et nous n'avons probablement pas encore pris conscience de tout le potentiel d'Internet et de l'accès à l'information, qu'il soit bon ou mauvais. La plus grande innovation de la dernière génération, ça a vraiment été la destruction des barrières à l'information qui isolaient les personnes les unes des autres. Alors oui, le téléphone et la radio nous ont rapprochés, mais ils étaient très différents. Dans son livre The Rise and Fall of American Growth, Robert Gordon nous rappelle que jusqu'à la fin des années 1800, 75% de l'Amérique était rurale, sans téléphone ni service postal. Ce qui arrivait, ce qui se passait au sein d'une ville pourrait très bien s'être déroulé sur Mars, on n'avait aucune idée. Et le téléphone et la radio ont transformé le XXe siècle et ils ont brisé les barrières. Mais le téléphone était utilisé pour parler à des personnes avec qui vous aviez déjà un rendez-vous. Et la radio ne vous laissait pas répondre. Et ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, en particulier des 10 dernières années, n'a pas de précédent historique. Le téléphone a éliminé le fossé entre vous et, disons, un cousin éloigné en matière d'information, mais Internet a comblé le fossé qui existe entre vous et pratiquement toutes les personnes du monde. C'est une grande force, peut-être la plus grande des forces depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est tellement grand et immense que personne ne sait où cela nous mènera. Mais il y a quelques points intéressants à aborder. Alors, Michael Harrington, c'est le fondateur de TechCrunch, et il a récemment écrit « Je pensais que Twitter nous séparait, mais je commence petit à petit à comprendre qu'une moitié d'entre vous a toujours détesté l'autre moitié, c'est juste qu'elle ne le savait pas avant Twitter. » Et ça, c'est un bon point qui met en lumière certaines choses. D'abord que tout le monde appartient à une tribu. Ces tribus, elles sont parfois fondamentalement en désaccord les unes avec les autres. Tout va bien si ces tribus gardent leur distance. Mais Internet assure de plus en plus que ces distances ne sont pas gardées. Ouvrir son esprit à différentes perspectives est bon, c'est nécessaire, mais lorsque des points de vue fondamentaux et inébranlables qui étaient autrefois contenus dans des tribus s'exposent à d'autres tribus, les gens sont choqués d'apprendre que ce qui leur est sacré n'est pas une vérité universelle. L'éventail des opinions politiques a toujours été extrême, mais ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie, c'est ce qui se produit lorsqu'on retire le voile de l'ignorance idéologique grâce à Internet. Un autre changement intéressant, c'est la tendance vers la méritocratie. Les personnes qui n'ont jamais eu une voix peuvent pratiquement du jour au lendemain avoir celle qui porte le plus. Le blogueur sous pseudonyme Jesse Livermore produit des analyses en investissement plus poussées que ne peuvent en publier des départements entiers des top banques d'investissement. Un autre exemple, c'est Nick Maggiulli. Il était inconnu il y a 2 ans et n'avait jamais travaillé dans la finance. À présent, ses articles sur les investissements attirent davantage l'attention que la plupart des grandes agences de presse. En fait, le crédentialisme est en train de disparaître. En gros, je m'en fous de qui vous êtes et de quel poste vous avez. Si vous avez une bonne idée, je veux l'entendre. Bien sûr, le revers de la médaille est aussi dangereux, car le taré qui crie le plus fort attire souvent l'attention. Mais lorsque vous supprimez les barrières à l'entrée, vous réalisez que le talent est beaucoup plus courant que vous ne le pensiez. Des milliers de Michael Jackson, Stephen King et Thomas Edison seront connus dans le futur, et ces gens-là auraient été ignorés à une autre époque. Enfin, un troisième changement que j'aimerais aborder, c'est qu'il est maintenant plus difficile de cacher son identité, certes, mais qu'il est en même temps plus facile de diffuser des fake news. Les avis des clients se sont imposés, mais les faux commentaires constituent un défi qui n'existait pas il y a encore 2 décennies. Jeff Bezos a déclaré un jour que, donc Jeff Bezos c'est le patron d'Amazon, qu'à mesure que les consommateurs devenaient mieux informés, les entreprises devraient consacrer la grande majorité de leur énergie, de leur attention et de leurs ressources financières
à la création d'un produit ou d'un service de qualité, et une quantité plus modeste à la publicité et au marketing. Mais en même temps, le spam existe parce que ça fonctionne. Alors peut-être qu'Internet nous rend plus informés, mais également plus crédules. Et tout cela va s'accentuer dans les années à venir et prendre encore plus d'ampleur, notamment avec l'intelligence artificielle et les deepfakes. Et on pourrait continuer sur ce sujet sans fin. Par exemple, les chances que Tinder ou les rencontres en ligne ne modifient pas fondamentalement le mariage au cours des prochaines générations me paraissent nulles. Facebook va s'y mettre aussi en lançant bientôt Facebook Dating. Un autre exemple, la probabilité que l'éducation en ligne ne prenne pas plus d'ampleur, c'est aussi zéro. On le voit de plus en plus avec le e-learning, les MOOC, le succès des plateformes qui explosent comme Skillshare ou Udemy. Vient ensuite la question des règles régissant le fonctionnement d'une campagne présidentielle lorsqu'on aura des candidats qui ont eu les réseaux sociaux depuis qu'ils étaient au collège et qu'ils y ont publié des choses qu'ils vont par la suite regretter. Bon, ce sera vraiment fascinant à regarder, à parts égales, en même temps terrifiant et en même temps une grande source d'inspiration. Et puis au final, on retombe sur la fameuse loi de Pareto. Une minorité de force influe sur une majorité de résultats. C'est l'un des concepts les plus importants en matière d'investissement, où quelques positions peuvent représenter la majeure partie de vos rendements à vie. L'histoire n'est pas si différente. La Seconde Guerre mondiale, la Première et la Grande Dépression ont influencé presque tous les événements importants du XXe siècle. L'industrialisation et la guerre civile ont fait la même chose au XIXe siècle. Maintenant, les données démographiques, les inégalités et l'accès à l'information auront un impact considérable sur les décennies à venir. De quelle manière vont-elles influencer le monde ? Ça, c'est une histoire qui reste à raconter. Mais quand on vous la racontera, vous aurez une meilleure idée de comment tout a vraiment commencé.